J'entends à droite et à gauche, la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas bien, les gens qui meurent, c'est pas bien. Mais j'ai découvert récemment qu'on a un peu perdu l'habitude avec les Coupes du Monde actuelles, mais pour les anciennes, elles ont quasiment tout eu droit à leur scandale, et il y a vraiment pire. Surtout dans les premières. Que ce soit en termes de triche, de non-respect des droits de l'homme ou plein d'autres trucs. Si bien que la plupart des gagnants de l'époque, à mon avis, on devrait leur retirer leur étoile, surtout que ça arrangerait bien la France. Il y a un vrai côté géopolitique dans tout ça, un peu comme dans les JO. Alors ça c'est déjà connu avec les JO de Berlin, ou ceux de Moscou qui avaient été boycott pendant la guerre froide. Mais la Coupe du Monde en a aussi eu beaucoup, que moins de gens connaissent bizarrement. Il y a assez de matière pour que j'ai pas à parler de trucs connus, genre le match de la honte. Salut, c'est le FNR, et dans une tentative désespérée de refaire des vues sur l'actu, je vais vous parler de 3 scandales de la Coupe du Monde que tout le monde a oublié. D'ailleurs, quand j'ai écrit, on était le 13 novembre, donc la Coupe du Monde n'avait pas encore commencé, et comme je prends 1000 ans à monter actuellement, vous savez peut-être déjà qui a gagné. Moi, je mets une pièce sur l'Argentine. Bon, je prends pas beaucoup de risques en disant ça, mais je pense que c'est pour eux. Cette Coupe du Monde là s'est très bien passée, mais on va quand même passer rapidement dessus, vu que c'est la première et qu'elle a été organisée de façon assez différente par rapport à aujourd'hui. Évidemment, je vous apprends rien, mais en 1930, c'est la giga crise économique. Et comme en plus à l'époque c'est un événement relativement osef, les pays se précipitent pas pour l'organiser. C'est finalement l'Uruguay qui sera choisi, et l'événement tombera pile pour les 100 ans de leur indépendance. Bon, pour vous dire comment c'était fait à l'arrache, la plupart des sélections participantes seront américaines, vu qu'à l'époque c'est très long de faire le voyage. Seules 4 équipes européennes feront le déplacement, et il manquera beaucoup des plus importantes comme l'Angleterre ou l'Italie. C'est pas grave parce que grâce à Mussolini ils la gagneront chez eux 4 ans plus tard. J'aurais pu parler aussi de ça mais ça aurait été 10 fois trop long. L'Angleterre veut pas participer parce qu'ils ont le seum, et pour les autres je suppose qu'ils ont juste la flemme de faire 7 jours de bateau pour jouer devant 300 personnes. Les 4 équipes européennes, Belgique, France, Roumanie, Yougoslavie, ont dû faire le trajet en plusieurs jours sur un bateau dans une ambiance de convivialité. Le pont du bateau était découpé en différentes zones, une pour l'entraînement de chaque équipe. La seule petite polémique qu'il y a eu avec cette coupe là, c'est pendant un match de la France. C'est les phases de poule contre l'Argentine, équipe qui arrivera même jusqu'en finale. Le match assez disputé tournera en faveur de l'Argentine 10 minutes avant la fin. Et alors qu'il restait 6 minutes dans le temps réglementaire, et en pleine attaque de la France, l'arbitre sifflera à la fin de la rencontre. Suite à ça, ça a été le gros bordel, les spectateurs sont descendus sur le terrain pour gueuler, et il a fallu que la police les disperse. L'arbitre principal a finalement été convaincu par l'arbitre de touche de son erreur, et le match a repris sans que le score final ne change. Et ça fait râler l'Argentine. Dans tous les cas, ceux qui se sont qualifiés, ils iront finalement jusqu'en finale pour s'incliner face au pays hôte, après avoir dominé le match mais s'être laissé rattraper à la fin. C'était une petite introduction en ce qui concerne les problèmes d'arbitrage, maintenant on va passer à un niveau plus vénère, les problèmes de droits de l'homme. Car qui dit football dit Amérique du Sud, et qui dit Amérique du Sud dit dictature. Et pour reparler de l'Argentine, il y a une fois où c'est eux qui ont organisé en 1978. Contexte. L'Argentine, c'est le pays le plus développé d'Amérique du Sud. Il y fait assez bon vivre, mais malgré tout, le pays a du mal à progresser car il est constamment en crise. C'est encore le cas un peu aujourd'hui, mais ça l'était surtout au XXe siècle, où tous les 10 ans, il y avait un coup d'État. Il y avait une grande rivalité entre les élites et l'armée d'un côté, et la gauche de l'autre, qui se battent pour le pouvoir. Mais au début des années 70, dans un cadre de guerre froide, la montée des idées de gauche en Amérique du Sud, dans leur zone d'influence, ça inquiète les États-Unis. Surtout qu'il y a déjà Cuba à côté. Les US vont donc aider à l'implantation de dictatures militaires qui leur sont favorables sur tous les pays du continent. Et c'est comme ça que 2 ans avant la Coupe du Monde, en 1976, l'armée refait un coup d'état qui porte Jorge Videla au pouvoir. Je crois que ça se prononce comme ça, j'en ai aucune idée. Les guérillas d'extrême gauche ont été rapidement démantelées et les militaires se sont attaqués aux civils et aux opposants. Les syndicalistes, les hommes politiques rivaux, leurs familles, amis et voisins sont enlevés et torturés dans des centres clandestins. La grande spécialité de la junte militaire étant les vols de la mort, endormir les opposants et les larguer à la mer par avion. On les appelle donc les disparus. L'organisation de la Coupe du Monde a pourtant été maintenue par la FIFA, de toute façon c'était un peu tard pour changer, et Videla va évidemment en profiter pour essayer de donner une bonne image de l'Argentine. Spoiler, ça va pas marcher. C'est vraiment une période où les mondiaux sont de plus en plus regardés, les droits TV représentent déjà beaucoup d'argent, mais c'est encore en plein développement. Il y a aussi le merchandising qui se fait de plus en plus, et les sponsors qui s'intéressent beaucoup à l'événement. Coca-Cola va donc pas hésiter à investir 8 millions de dollars de l'époque pour devenir, pour la première fois, sponsor officiel. Un coup marketing de génie. Et pour Videla, le plus important, c'est que son équipe gagne. Mais vraiment, il va tout faire pour que l'Argentine gagne. Déjà en persuadant la FIFA que tout va bien dans le pays. Alors que juste à côté du stade de la finale à Buenos Aires, il y a l'école de mécanique
de la marine, et dans son sous-sol, il y a des prisonniers qui sont torturés tous les jours. Bon, la communauté internationale est au courant, il y a eu énormément de mouvements de boycott, notamment en France. Les opposants, en général affiliés à des partis d'extrême gauche, se retrouvent en comité et font de l'affichage. Malgré ça, ce bon vieux Giscard, qui était président à l'époque, dira rien et la France partira en Argentine pour se faire dégager en phase de poule. En première phase de poule, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de huitième, de quart et de demi-finale. Enfin, c'est compliqué. En gros, il y a 4 groupes et celui de la France, c'est assez compliqué. Et les 2 meilleurs de chaque groupe sont qualifiés pour les deuxièmes poules, qui sont juste 2 groupes de 4 équipes. Et le gagnant du groupe affronte l'autre premier, et c'est ça la finale. Bon, en gros, retenez juste que c'est un système compliqué pour favoriser l'Argentine. Parce qu'après une entame de mondial correcte sans plus, et un match gagné grâce à un arbitrage assez douteux contre la France, l'Argentine est arrivée deuxième de sa poule. Et bah, c'était un résultat qui était pas prévu, ils pensaient être premier, ce qui fait qu'ils vont se retrouver dans la même seconde poule que le Brésil, qui est l'autre favori, au lieu de les rencontrer en finale. Les organisateurs vont alors tenter la strate de décaler les matchs pour faire jouer l'Argentine en soirée. Ça permet du coup aux joueurs de connaître le résultat des autres équipes avant leur match. Et à la fin des poules, l'Argentine est du coup la dernière à jouer, et en cas de victoire elle est ex-aequo avec le Brésil, vu que leur affrontement a fait match nul. Les équipes seraient alors départagées au nombre de buts marqués, qui est vraiment à l'avantage du Brésil pour le moment. Mais l'Argentine, déchaînée, va aller s'imposer 6-0 contre le Pérou. Il y a pas mal de soupçons sur ce match, parce que souvenez-vous, l'Argentine et le Pérou sont assez potes à l'époque, vu que tous les pays d'Amérique du Sud sont des dictatures. C'est un peu le club des putes des États-Unis en gros. Et donc le Pérou, qui était dernier de son groupe, se serait arrangé avec le gouvernement argentin. En échange d'une victoire d'au moins 4 buts, ceux-ci auraient exécuté 13 opposants péruviens avec leur méthode si particulière, le vol de la mort. Les 13 prisonniers ont bien été tués, mais il n'y a aucune preuve de l'accord, surtout que les Péruviens ont plutôt bien résisté en début de match et sont passés plusieurs fois proches d'ouvrir le score. Ils ont aussi pu avoir juste la flemme de continuer une fois que l'Argentine gagnait 1-0, sachant que même avec une victoire de leur part, ils auraient pu rester derniers. La finale a donc eu lieu entre l'Argentine et le vainqueur de l'autre poule, les Pays-Bas. C'était la grande époque des Pays-Bas qui avaient déjà été finalistes en 1974 face à l'Allemagne, même si pour cette Coupe du Monde ils sont privés de leur plus grand joueur, le légendaire Johan Cruyff, qui a préféré rester en Europe parce qu'il avait juste pas envie de soutenir cette Coupe du Monde et surtout parce que quelques temps avant, sa famille s'était fait enlever. Lors de la finale, les organisateurs ont été très hostiles à l'égard des Pays-Bas et ont essayé par tous les moyens de chauffer le public argentin contre leurs adversaires. Et le public était déjà fou vu qu'ils étaient à 2 doigts de gagner leur première étoile chez eux, à Buenos Aires. Le match a d'ailleurs commencé un peu en retard à cause d'un plâtre apparemment illégal sur le poignet d'un joueur néerlandais. Le match a été très équilibré malgré toute la pression mise sur les Néerlandais. Ouais, il faut imaginer que t'es dans un stade, t'es entouré par toute la foule qui est contre toi et les organisateurs qui le sont encore plus. Ah, il y a des gens qui se font torturer à côté aussi. Tu peux pas sortir vivant en gagnant en fait. Les Néerlandais ont pris un premier but qu'ils ont ensuite rattrapé, mais ils craqueront en prolongation en prenant 2 nouveaux buts. Les Pays-Bas refuseront d'être présents à la cérémonie de remise du trophée et c'est ainsi que Videla remit leur première Coupe du Monde à l'Argentine. Son régime dura jusqu'en 1983 où, ruiné par la guerre contre le Royaume-Uni, son successeur fut forcé de démissionner pour laisser sa place à un gouvernement démocratique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Amérique du Sud, parce que c'est les seuls qui ont eu pendant longtemps le grand combo, beaucoup de foot et beaucoup de dictature. Et nous, on aime bien la dictature, faut le savoir. Et je vais donc vous raconter comment en 1973, le Chili a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde en jouant contre personne. Genre, littéralement, ils étaient sur le terrain, ils jouaient, il n'y avait pas d'équipe en face. La Coupe du Monde en 1974, en Allemagne de l'Ouest, était juste avant celle de 1978, qui se passait en Argentine, tu suis pas enculé. Alors dites-vous que le contexte au Chili est à peu près le même, mais en pire. Le pays traversait une très grosse crise économique, alors que lors de l'élection de 1970, la gauche parvient à s'unir et à faire élire leur candidat Salvador Allende. Son objectif, c'est la voie chilienne vers le socialisme, et il commence alors à entreprendre des réformes. Les salaires sont augmentés de 40 à 60%, les entreprises des secteurs clés sont nationalisées, et certains prix sont gelés. Dans un contexte de guerre froide, ça va pas du tout plaire aux USA, puisque le Chili va s'éloigner du giron américain pour rejoindre le camp des non-alignés, celui des Tchad. Le résultat des élections va beaucoup les surprendre et un peu leur faire craindre un nouveau Cuba sur leur continent, mais en version plus démocratique. Ce qui est pas illogique vu que Allende rétablira les relations du Chili avec Cuba en freinant un traité de l'Organisation des États américains. Mais ils auront pas de réel soutien des soviétiques qui jugent le gouvernement chilien trop faible vu qu'Allende utilise pas la force pour remédier à l'opposition. Les États-Unis vont alors s'employer à essayer de déstabiliser le pays en finançant des grèves notamment, ce qui va pas être très dur vu que c'est déjà le gros bordel. Mais apparemment ils n'auront
aucune responsabilité dans la tentative de coup d'état de juin 1973, durant lequel Allende avait dû se barricader dans le palais après que des militaires soient rentrés dans Santiago avec 8 tanks et des véhicules blindés. La plupart des forces armées du Chili étaient restées fidèles au gouvernement et l'attaque avait été repoussée. A savoir qu'aussi un peu avant, la droite était passée à 5%, près d'avoir le nombre de voix requises pour destituer le président. Le premier match de qualification a opposé le Chili à l'URSS le 26 septembre 1973 à Moscou et s'est soldé par un match nul. Et donc il devait y avoir ensuite un match au Chili. Le problème c'est que la région est assez instable. Mais à peine quelques jours avant, le 10+1 septembre 1973, la junte militaire chilienne renverse le président démocratiquement élu, et ce pour installer à la tête du Chili un général qui avait pourtant commandé l'armée qui avait libéré le gouvernement 2 mois plus tôt, le célèbre Augusto Pinochet. Oui, comme j'ai dit, c'est exactement comme l'Argentine, mais en beaucoup plus énervé. Les partis politiques sont interdits, surtout ceux proches d'Allende, et leurs membres sont torturés, tués, emprisonnés, si bien qu'on retrouve des cadavres à peu près à chaque coin de rue dans Santiago. On passe un cap par rapport à l'Argentine, c'est un régime qui peut être comparé à Mussolini ou Hitler en termes de répression. Pinochet était d'ailleurs un grand admirateur de Franco, ouvertement, qui venait de perdre le pouvoir à ce moment-là en Espagne. C'est un peu la version sud-américaine, mais en beaucoup moins discret. En novembre a lieu le match retour contre l'URSS pour la qualification, cette fois-ci à Santiago au stade national. Et au lieu de faire profil bas le temps de l'événement pour faire croire que tout va bien, le gouvernement va tout simplement utiliser le stade où la rencontre doit se jouer pour y enfermer et torturer 40 000 personnes. Bon, en même temps, ils n'ont pas vraiment le choix étant donné qu'en quelques mois, les prisons se sont surpeuplées à cause de tout ce qu'ils ont fait. Bon, évidemment, le stade sera complètement disponible pour le match, mais la communauté internationale est au courant de ce qui s'est passé quelques semaines plus tôt. Et même les Américains ont demandé au Chili d'arrêter la torture. La fédération soviétique enverra un télégramme à la FIFA pour leur demander à ce que le match soit joué ailleurs en terrain neutre en Amérique latine, mais ils ont refusé. Ils ont simplement envoyé une délégation sur place et dit que tout allait bien parce que les gens avaient l'air heureux. C'est vraiment ce qui est écrit sur Wikipédia. Indignée, la fédération soviétique a donc décidé de pas se rendre au match. Oh là là, l'URSS, ce pays tellement attaché aux droits de l'homme. Mais ils ont jamais vraiment officialisé leur décision, ce qui fait que le match s'est quand même déroulé sans eux, avec juste l'équipe chilienne sur le terrain qui joue littéralement contre personne. Le match a donc pris pour surnom le match fantôme. Les Chiliens ont tranquillement poussé le ballon vers les filets de l'URSS et, faute d'adversaires pour effectuer le réengagement, ils ont été déclarés vainqueurs pour ensuite aller à la Coupe du Monde et pas gagner un match. Encore une fois, faut imaginer la scène pour les 15 000 Chiliens qui sont allés voir leur équipe. Il y a des militaires partout. 2 semaines avant, leur stade c'était un camp de concentration et là ils voient leur équipe littéralement jouer contre personne et le match s'est arrêté au bout de 2 minutes. Ouais, sale journée quand même. Quant au régime chilien, il a survécu plutôt jusqu'à longtemps, en 1990, après l'échec d'un référendum par Pinochet et le début d'une transition vers la démocratie. Le général restant commandant en chef de l'armée, pendant qu'un nouveau gouvernement démocratique entre en fonction. À la tête d'une immense fortune, il sera aussi nommé sénateur à vie. Il mourra en 2006 avant que les procédures de justice à son encontre et ses condamnations aient réellement abouti. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai voulu faire un truc un peu plus court et un peu moins chiant à faire pour coller sur l'actu. Dites-moi si vous appréciez la coupe d'ailleurs pour ceux qui la regardent. Et promis, après je ferai du true crime. Salut! En fait, on va se concentrer pour...